Le mot d'ordre, c'est la convivialité. D'accord ? C'est le dernier jour de chasse de la saison. 40 chasseurs et 12 rabatteurs sont réunis pour une grande battue au sanglier. Faut être cool, respectez bien vos angles. Comme le veut la tradition, la journée commence par le briefing. On va aujourd'hui mettre en avant, comme à chaque fois que nous chassons, la sécurité. L'arme, c'est pas une canne à pêche, ça se porte canon vers le ciel. La journée étant organisée par la Fédération des chasseurs du Loiret, on peut être sûr que tout va se passer dans les règles, d'autant que nos caméras sont là. Et on se déplace en silence, parce qu'on est sur un milieu ouvert, on est en fin de saison de chasse, et les animaux ont vite fait d'être sur pied. Parmi les invités, 7 nouveaux chasseurs qui viennent tout juste d'obtenir leur permis. Vous en attendez quoi là de cette journée? J'aimerais bien tirer ma première balle. J'aimerais bien. Et après, vive la chasse. Vive la chasse en vrai, les chiens, la traque, voir du gibier. Rien que ça, c'est vive la chasse. Une femme, jeune, qui dit « Vive la chasse », on peut dire qu'on est en présence d'une espèce rare. Elle ne représente que 3% parmi les titulaires du permis. Et les plus de 55 ans constituent aujourd'hui 58% de la population des chasseurs. Une population vieillissante donc et en régression. Selon la dernière enquête qui date de 2023, on comptait 960 000 titulaires du permis contre 1,2 million 5 ans plus tôt, en 2018. On perd 5% de chasseurs par an. J'allais dire plutôt dans les tranches des plus de 60 ans, qui ne renouvellent pas leur permis pour des questions qui sont de sécurité pour la plupart, parce qu'ils ne veulent pas suivre la formation qui s'est imposée maintenant par la loi, où tous les chasseurs, doivent passer cette formation de mise à niveau. Donc c'est un des obstacles, et puis après des problèmes de santé, des problèmes de disponibilité et de budget aussi. Budget, il y a déjà 200 €, 250 € de validation de permis. Après, ça dépend des actions de chasse. Là, on va prendre pour la nouvelle saison une action de chasse à 450 € dans la Nièvre. Après, ça dépend ce qu'on tire, niveau cartouche. Ça dépend ce qu'on tire, niveau balle, c'est pareil. Après, les armes, ça coûte un peu, mais ça dépend aussi de ce qu'on achète. Mais c'est un budget quand même. C'est une passion de luxe. Ce jour-là, il n'y a rien à payer, car la fédération invite les participants sur le domaine qu'elle gère, au nord de la Sologne. Au budget, il faut ajouter les bottes fourrées pour bien supporter une longue marche dans des bois froids et marécageux afin de rejoindre les postes de tir. Vous mettez vos piquettes une fois qu'ils sont passés. Ouais. Faites-vous plaisir. Quand chacun est à son poste, la battue commence. Les rabatteurs qu'on appelle des traqueurs dans le milieu et leurs chiens vont déranger le gibier caché au fond des bois pour l'amener à découvert dans les lignes de tir. Ces chevreuils ont de la chance, l'espèce n'est pas prévue au plan de chasse ce jour-là. La battue est exclusivement réservée aux sangliers. On va de ferme en ferme et là on est au bord de la plaine, côté gauche, avec un sanglier d'une 70 kg, 70 kg. Les premières saisons de chasse, on courait la plaine derrière le perdreau, qui était abondant, le lièvre, les faisans, qui se faisaient tout seuls dans la nature, les lapins de Garenne. Et aujourd'hui, ce gibier-là est devenu un peu plus rare. Une grande partie des chasseurs se consacrent à la chasse du grand gibier, plutôt qu'au petit gibier. Le petit gibier de plaine est devenu le parent pauvre, et c'est fort dommage. Le sanglier a été cerné. Il n'y a plus alors qu'à attendre qu'il sorte du bois. Dans une chasse comme celle-ci, en milieu ouvert avec du gibier sauvage, le tireur à l'affût doit être patient. Pour être sûr de tirer plusieurs balles dans la journée, il y a une autre méthode utilisée aujourd'hui par une majorité de chasseurs,
acheter du gibier d'élevage. Dans cette volière située à l'ouest du Loiret, on produit chaque année plusieurs dizaines de milliers de faisans, vendus à des sociétés de chasse, communales ou commerciales. Une fois attrapés, les derniers spécimens de la saison vont être expédiés dans tous les coins du département, mais aussi en Seine-et-Marne et dans l'Essonne. Les professionnels estiment que 70 à 80% du petit gibier tiré en France provient de ces élevages. Il y a 35 ans, quand j'ai commencé, on me disait qu'il n'y avait pas d'avenir, que la chasse s'était terminée. On est en France un pays où il y a beaucoup de ruralité, où les gens vivent par et pour la chasse. C'est un métier qui perdure et qui, je pense, est voué quand même, quoi qu'on en dise et que l'on puisse voir sur les réseaux sociaux, qui perdurera. Cet élevage fait vivre une douzaine de salariés. Il en existe 1 millier du même type en France. Son activité est assurée parce que les chasseurs ont sans doute tiré un peu trop de gibier naturel lors des décennies précédentes. Mais ce n'est pas la seule raison. On a des quantités de gibier naturel qui sont en diminution constante, du fait de pratiques agricoles qui ont beaucoup changé, du fait de biotopes agricoles qui ont beaucoup changé aussi, ce qui entraîne, si vous voulez, une diminution des effectifs naturels. Plus l'agriculture française devient industrielle, plus les chasseurs ont besoin pour exercer leur passion de créer une industrie de l'élevage. Avec les dérives propres à l'industrie dénoncées par le naturaliste Pierre Rigaud. Sur sa chaîne YouTube, il publie régulièrement des images en choc de maltraitance animale. Celles-ci ont été tournées dans un autre élevage du Loiret. Ces lumières filmées ici en drone, ce sont des ampoules installées sur des cages dans lesquelles sont enfermés des perdrix et des faisans. Ces oiseaux en cage servent à pondre. Le plancher grillagé est en légère pente pour que les œufs roulent jusqu'à une gouttière à l'extérieur de la cage. Les ampoules sont allumées pendant une partie de la nuit pour stimuler la ponte, comme l'explique un employé. Il y a beaucoup de malades et de blessés dans l'élevage. Ça, c'est ce que les éleveurs appellent un couvre-bec. Donc, c'est un ustensile qui est mis sur le bec des faisans pour éviter que les faisans s'entretuent à coups de bec. Donc, l'éleveur place ce petit harpon en plastique dans la cloison nasale, en perçant la cloison nasale du faisan, de façon à ce que le faisan muni de ça ne puisse plus attaquer les autres faisans à coups de bec. Et pourquoi ils font ça? Parce que sinon, les faisans s'entretuent du fait qu'ils sont trop nombreux et trop concentrés dans les élevages. Est-ce que vous ne voyez jamais des gens qui ont des boucles d'oreilles ou qui ont des anneaux au niveau du nez? On en voit tous les jours. C'est exactement la même chose pour les oiseaux. Les faisans sont des animaux qui se battent énormément dès qu'il fait chaud, dès que l'ensoleillement est important. Et on n'a pas d'autre moyen, si vous voulez, que celui-ci pour éviter cela. En dehors du couvre-bec, il y a bien d'autres pratiques liées à la chasse qui doivent être questionnées, selon Pierre Rigaud. Pour lui, les retombées économiques ne sont pas le seul critère d'évaluation. Autant on peut mesurer combien dépense un chasseur pour son activité quand il achète une voiture, son permis de chasse, une carabine. Mais ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est ce que ça enlève. Parce que quand on détruit la biodiversité, ça détruit notre milieu de vie. Quand un chasseur il tue un oiseau migrateur en France, en automne, un oiseau migrateur qui donc ne pourra pas retourner se reproduire, par exemple en Scandinavie d'où il vient, ça enlève cet oiseau aux écosystèmes scandinaves et plus globalement, ça détruit le milieu dans lequel on vit en dispersant du plomb dans la nature. C'est délétère pour notre santé, c'est délétère pour la faune sauvage et on a quand même des études qui montrent que, par exemple, l'impact du plomb est tel que ça nuit aux populations de rapaces. Le plomb reste de loin le projectile le plus courant. Plus de 5000 tonnes en sont répandues chaque année dans la nature par les chasseurs. Il est encore utilisé chez les 3 fabricants français de cartouches, mais le secteur va devoir affronter une grande mutation. Elles auront vécu ces cartouches-là. L'entreprise Vouzelot, installée depuis 135 ans en Eure-et-Loir, avait déjà été la première à concevoir des cartouches sans plomb en raison de leur prohibition dans les zones humides. Elle se prépare maintenant à une interdiction totale du fait de l'évolution des règles européennes. Il est quasi incontournable de substituer le plomb. Déjà parce que le cours du plomb, il augmente.
Donc il arrivera un moment où ça deviendra plus cher de tirer du plomb que de l'acier. Et aussi parce que c'est dans l'air du temps. Le plomb, on le supprime partout. Donc oui, on va le supprimer dans toute la filière industrielle de fabrication. Remplacer le plomb par d'autres métaux, certes, c'est l'avenir, mais ce ne sera pas sans impact sur le porte-monnaie des chasseurs. On va mettre 2-3 boîtes de... Ouais, pour le fusil neuf. Ouais, de 7,5 pour tirer quelques pigeons pour me faire la main avant de partir. Les clients qui fréquentent les rayons de l'armurerie doivent donc se préparer à faire évoluer un budget cartouche qui, pour certains, est déjà conséquent. Toi, tu es un chasseur quand même un peu averti, donc tu dois tirer quand même pas mal. Tu tires 1000 cartouches par an. Ouais, donc un petit peu plus de 1000 € de cartouches, voilà. Très certainement. Supprimer le plomb, ça coûte plus cher, oui. Les matériaux sont sensiblement plus coûteux. L'acier est plus cher. Mais le cuivre et le bismuth sont considérablement plus chers. C'est-à-dire que la cartouche va coûter 2 fois et demi son prix actuel en plomb. On voit ce que ça donne? Allez, comme si vous alliez tirer à l'horizontale vers la rue. Quand on aime, on ne compte pas. Les fusils vendus ici sont accessibles en entrée de gamme à 2 000 €, mais les plus beaux modèles atteignent la barre des 100 000. Alors, il vous plaît ce fusil? Ouais, très très bien. Bon, très bien. Donc, effectivement, il n'y a plus qu'à aller l'essayer pour voir si l'alchimie est bonne. ça devrait le faire, puis après, ça va être pour emmener en Afrique, donc ça va aller. Ah oui. Écoutez, c'est le bon choix. À ces menues dépenses d'équipement, il faut ajouter aussi parfois les voyages. Ah oui, oui, parce que d'habitude, moi j'avais un fusil avec un plus petit calibre, un calibre 28, mais comme il y a sur le continent en Afrique, il n'y a pas de cartouche de disponible, du coup c'est pour ça que j'ai racheté un calibre 20 pour pouvoir ramener un fusil, là, c'est pour ça. Voilà. Puis un fusil qui est adapté à la méthode de chasse, quoi. Même si le nombre de pratiquants diminue, le secteur de la chasse a un vrai poids dans l'économie française. Selon une étude de la Fédération nationale des chasseurs, l'achat d'armes et d'équipements représentait un montant proche d'1 milliard € en 2023. Et au total, l'ensemble de l'économie de la chasse dépasse les 4 milliards, générant ainsi 37 400 emplois directs et indirects. Elle en est où donc cette carabine? Eh bien, la tulipe est faite, la tulipe en ébène est faite. Parmi ces entreprises qui vivent de la chasse, il y a donc Vouzelot, qui génère un chiffre d'affaires de 6 millions € et emploie 40 personnes à l'année. L'activité se maintient malgré la baisse des effectifs de chasseurs grâce à une grande diversification. Ici, en plus de fabriquer des cartouches et de vendre des fusils, on les répare. Voilà. Très bien, c'est parfait. Et on propose aussi des cours de tir pour ceux qui veulent se perfectionner. Eh bien, on était dessous, on a fait l'effort de remonter à la fin. Oui, il y a un phénomène d'érosion, mais il faut savoir que les chasseurs qui restent sont beaucoup plus passionnés qu'avant. Donc, ils consomment plus. Un chasseur d'avant faisait toute sa carrière avec un barbour et son fusil. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On va chasser le gros avec un équipement spécifique, on va chasser en montagne avec un autre équipement spécifique. À partir du moment où on reste chasseur aujourd'hui, c'est vraiment qu'on y croit et qu'on adhère à cette pratique et qu'on y est très assidu. Donc ce qu'on a perdu d'un côté, on l'a gagné de l'autre. Pendant ce temps, nos chasseurs de Sologne ont fini leur journée. Petite récolte pour la dernière de la saison. 5 sangliers et 2 renards. Monsieur, je vous félicite. Merci beaucoup. Bravo, François. Ah ben dis donc. Ils ont sourire et il est vrai que le chasseur français peut s'estimer heureux. Nous sommes dans le pays d'Europe qui compte le plus de pratiquants et où il y a le moins de restrictions. Chez nos voisins, il y a des régions et des jours où la chasse est totalement interdite.